séance photo du 12 mai 2025. Allez, on sourit, on fait un grand sourire pour la photo. Alors là, par contre, c'est un peu en contre-jour, il y a un peu de lumière qui arrive pas au bon endroit, je sais pas, mais si ça va le faire comme ça. C'est qu'on a une ombre, en fait, on a l'ombre du bâtiment à côté. Bon, on va essayer comme ça, je vous prends les photos et puis j'arrive. Puisqu'aujourd'hui, c'est aussi le 12 mai, j'avais dit que ça serait le jour du conseil. Je sais pas à quoi ça correspond, mais le jour du conseil, ça correspond surtout en fait au jour où j'avais pris la photo qui est actuellement mon fond d'écran de téléphone, que je vais changer pour un fond d'écran, on va dire actualisé, le même, mais actualisé avec... voilà quoi. Donc on va changer le fond d'écran et peut-être même le logo de la chaîne du coup, parce que j'ai plus le CF Moto et j'ai plus le Kisby, mais à la place j'ai ce Yamaha Bruin 350, donc voilà, que j'attendais depuis longtemps. Donc, il manque plus que la moto neige et puis tout sera au complet quoi. Mais bon, je sais pas quand est-ce que je l'aurai la moto neige, parce qu'il faut déjà avoir de la neige ici, c'est rare comme la marde de pape. Oui, en plus l'expression, je sais pas si elle est bien appropriée, parce que ça y est, on vient d'élire un nouveau pape, Léon XIV si tu veux, puisque c'est Léon XIV le nouveau pape du coup. C'est quand même rare d'ailleurs, parce que cette année, ils appellent ça une année de jubilé. Une année de jubilé, c'est tous les 25 ans à peu près. Enfin, c'est tous les 25 ans même, c'est sûr, c'est exactement ça. Donc, il n'y en a que 4 par siècle, hein, c'est pas beaucoup. Et donc, tous les 25 ans, donc c'était par exemple 1925, 1950, 1975, 2000, 2025, 2050, 2075, 2100, etc. C'est tous les 25 ans. Et donc, ça s'ouvre, en fait, ça dure une année plus quelques jours à la fin de l'année précédente et au début de l'année suivante, parce que ça va du 24 décembre de l'année précédente, donc de 2024, jusqu'au 6 janvier 2026. Donc en gros, de Noël de l'année précédente jusqu'à l'épiphanie de l'année suivante, quoi. C'est une année de pèlerinage, un peu une année de pardon, je crois, où on pardonne les péchés et tout ça. Et donc c'est une année qui est très importante pour tous les chrétiens apparemment, l'année de jubilé. Mais ce qui doit être encore plus rare, c'est justement qu'un pape meure l'année d'un jubilé du coup, et qu'il y ait une élection de pape du coup, le conclave comme on appelle ça, aussi une année de jubilé du coup. Donc en gros il y a un jubilé qui soit fait par 2 papes différents. Et ça je pense que c'est extrêmement rare, parce que en 2000, c'était Jean-Paul II, le pape, du coup. En 75, c'était Paul VI, si je dis pas de bêtises. Et en 1950, c'était, je me demande si c'était pas encore Pie XII. Il me semble que Pie XII, il a été pape de 1939 jusqu'en 1958, hein, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui a été pape pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, il y a eu une petite controverse, hein, forcément. En vrai, en fait, c'est qu'il a jamais donné son avis, il est toujours resté neutre sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que ça a un peu fait polémique, mais en vrai, je pense que c'est surtout qu'il a voulu rester neutre, il n'a pas voulu se prononcer, quoi, sur ce qui se passait en Europe à cette époque-là, quoi. Je peux pas tout dire, mais voilà, vous avez compris, je pense que les cours d'histoire de 3e, vous les connaissez un petit peu quand même. Oui, parce que c'est généralement en 3e qu'on apprend la Seconde Guerre mondiale. Les 2 guerres mondiales d'ailleurs, et tout le XXe siècle. On l'apprend en 3e en général. Bon, ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne et qu'on parle du pape, alors que ça n'a rien à voir avec le conseil. Le jour du conseil, ouais, ça sera approximativement autour du 12 mai, je pense, et ça sera... Le 12 mai, ça sera un jour de... Je sais pas comment dire. Ouais, de conseil, de... Comment on appelle ça? D'assemblée.
Non, l'assemblée, ça fait trop politique. Ça fait... c'est la réunion, voilà, la réunion de tous les véhicules, en gros, et pour qu'ils puissent discuter ensemble ou qu'ils puissent ouais, faire le conseil ensemble. Je ne sais pas comment appeler ça, mais pour moi, c'est le jour du conseil. Le 12 mai, ça sera le jour du conseil. Et c'est aussi l'anniversaire de quelqu'un que je connais, mais bon, ça, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, du coup, ça correspond aussi à un anniversaire. Mais ça, pour moi, c'est une pure coïncidence. C'est comme le 28 mai, c'est aussi un anniversaire que je connais. Mais le 28 mai, c'est... Bon, ça sera le jour du baptême de la XTX, puisqu'en fait, on l'a eu le 28 avril. Donc, il y a en général un mois d'écart. Pour le quad, ça, on a été le chercher le 3 mai, donc peut-être que ça sera le 3 juin, le baptême, je sais pas. Ça tombe quel jour le 3 juin cette année? Parce que t'as le 9 juin. Ça serait un mardi le 3 juin? Ouais, bah pourquoi pas. Au moins je serai tout seul à la maison si c'est un mardi, donc c'est parfait. Normalement. Là on est un lundi, mais c'est un moment où il y a personne et je voulais justement tourner le conseil. Ah ça y est, là il n'y a plus d'ombre. Est-ce que je fais ma photo maintenant? Non, je termine ma phrase d'abord et ensuite on fait la photo, ok? Et donc je voulais faire le conseil le 12 mai parce qu'il y a 2 ans maintenant, ça fait déjà 2 ans. C'était aussi un 12 mai que j'avais fait la miniature, la photo du fond d'écran de mon téléphone. Où il y avait la XTX, le Kisby et puis le quad CF Moto 625 là. Donc photo qui est également, je pense, sur la bannière de ma chaîne et même le logo de ma chaîne, ma photo de profil si tu préfères. Même si je vois plutôt ça comme une sorte de logo en fait. Il va falloir actualiser ça. Alors je pense que je vais faire un montage pour y inclure quand même une motoneige, même si je ne l'ai pas vraiment, mais il y aura peut-être la RS Viking du Père Noël de Saint-François-Longchamp. Certainement. J'ai envie d'inclure une motoneige Yamaha, en tout cas pour la miniature, parce que forcément pour moi c'est moto, quad et motoneige. Voilà. C'est pour avoir les trois, la Sainte Trinité, comme on dit. Est-ce que c'est ça exactement? Mais les trois, en tout cas les trois totems, les trois véhicules principaux, les trois symboles. Est-ce que ça fera une sorte de trinité? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est pas la trinité, ça sera Tobago alors. Pour ceux qui n'auront pas saisi ma blague, Trinité et Tobago, vous connaissez pas? Bon, c'est un archipel des Caraïbes. Et d'ailleurs, de cet archipel des Caraïbes sont nés quand même quelques chanteurs connus comme Nicki Minaj. Il me semble qu'elle est née à Trinidad et Tobago. Et le chanteur Hadaway, si ça vous dit quelque chose, c'est lui qui chantait What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ben voilà, ça c'est lui. Et il est né à Trinidad aussi, ou Trinité. Enfin, on peut dire les deux, Trinité et Tobago, ou Trinidad et Tobago. Puisque les habitants, on les appelle les Trinidadiens. Donc voilà, on va faire ce conseil ensemble. Et d'abord, on prend les photos. On profite d'un moment où il n'y a pas trop d'ombre. Tu vois, le soleil s'est un peu caché, donc on n'a pas trop d'ombre. On voit juste un tout petit peu l'ombre sous le quad, parce que là, forcément, il y a très peu de lumière qui arrive, donc c'est très ombragé. Mais on n'a pas d'ombre directe du soleil et de la grange à côté, quoi. Donc on va pouvoir faire la photo. Et ça fait 10 minutes tout pile que je tourne. Alors là, on va faire les photos, mais avec un retard de 10 secondes pour pouvoir que je prenne la photo avec moi sur le quad. Et puis voilà. Comme ça sera bon, on va dire. Ça sera sympa.
Ça sera certainement pour la pochette de l'album Silly Quad Songs qui sort en 2026. Je sais pas, mais au moins on aura cette photo-là. Si on n'a pas d'autre occasion de faire la photo pour la pochette, on aura au moins celle-là. Et ensuite, on peut tourner donc le conseil. Je sais pas ce qu'il y a d'autre au conseil. C'était quoi? C'était pas à Fort Boyard qu'il y a la salle du conseil? Ah oui, la salle du conseil, c'est où il y a les duels avec les maîtres du temps, c'est ça. Avec les maîtres du temps, ils appellent ça le conseil. C'est ça. Et même que c'est je crois que c'est la partie préférée de maman, mais moi c'est la partie que j'aime le moins, le conseil alors. Donc on va pouvoir se mettre, je sais pas trop où. Non, je pensais que cet angle-là était bien placé. On va remettre cet angle-là, mais peut-être avec un peu plus de recul parce que là on est un peu trop près. Voilà, là c'est bien là, non? On tourne un petit peu comme ça. Là je pense qu'on est bon. On tourne le conseil alors? Oh, je sais pas ce qu'on va dire au conseil, ça va être encore un long discours pour rien dire, mais pourquoi pas, hein. Ah, on a un retour du soleil là. Bon, allez, 29 minutes pour prononcer notre discours du conseil du 12 mai 2025. On a une ombre là, une très belle ombre de la moto là. Hop. Ah, puis le retour du vent, ça va être chiant par contre. Je sais pas si on va m'entendre parler parce que là pour l'instant je suis juste derrière la caméra, mais je vais me mettre sur le quad ou sur la moto ou entre les deux, je sais pas, mais à une distance assez importante de la caméra, donc on va peut-être pas aussi bien m'entendre. Bon allez, je me lance quand même. Bon, je me mets là pour le conseil. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez assez bien? Donc voilà. Ah oui, j'avais dit aussi que le 28 mai, c'était donc le jour du baptême de la XTX. C'était le 28 mai 2023, soit un mois jour pour jour après l'acquisition, hein, voilà. Bon, pour le quad, le Bruin 350, je sais pas encore. Ça va être certainement peut-être le 1er juin, puisque c'est le jour où je rentre. Je suis censé partir en vacances. Ça va être tendu d'ailleurs jusqu'au début juillet, ça va être tendu. Et je suis censé partir en vacances entre le 25 mai et éventuellement jusqu'au 1er juin, mais je pense que je vais rentrer plutôt le 30 mai, 31. Il y a 31 jours en mai, je crois, donc le 31 mai. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, parce que moi non plus, je ne sais pas, je pense que ça doit être une fête chrétienne, certainement. Mais le 31 mai, sur les calendriers, c'est écrit « Visitation ». Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la visitation du 31 mai? Parce que je vois ça écrit sur tous les calendriers, je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la visitation du 31 mai? Je pense que ça doit avoir un lien avec la religion, avec les fêtes chrétiennes, mais
je ne sais pas ce que c'est exactement, tu vois. D'ailleurs, l'année dernière, ou non, il y a peut-être 2 ans, ça fait peut-être 2 ans maintenant, j'ai appris que la Pentecôte, le mot Pentecôte, ça vient en fait du grec pentécosté, qui veut dire cinquantième. En fait, la Pentecôte, c'est le 50e jour après Pâques. Alors, est-ce qu'il doit y avoir une célébration chrétienne, certainement le jour de la Pentecôte, mais à part le 50e jour après Pâques, du coup, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Sachant qu'en vrai, c'est 49 jours après Pâques, c'est 7 semaines exactement. Donc 7 semaines, ça fait 49 jours. 7 fois 7. Donc voilà. Et sinon, la semaine de Pâques, alors la Pentecôte, je ne sais pas si c'était pareil parce qu'on a aussi un lundi férié. Mais pour la semaine de Pâques, si on a un lundi férié pour Pâques, c'est parce qu'autrefois la semaine entière était fériée jusqu'au dimanche suivant qu'on appelait le dimanche de Quasimodo en fait. Ou je crois que ça a porté d'autres noms, mais moi j'ai retenu que le dimanche de Quasimodo, mais il y avait d'autres noms. Je crois qu'on dit aussi l'octave de Pâques, il me semble, parce que c'est le 8e jour après Pâques du coup. Comme quand tu joues de la musique, les octaves, une octave, c'est une note qui est... c'est quand tu joues un Do, et le Do d'au-dessus, c'est une octave, du coup, par rapport au Do d'avant. Parce qu'en vrai, il y a 7 notes entre les deux, mais c'est la 8e note à partir du premier Do, du coup. Du coup, c'est une octave. Enfin, on appelle ça l'octave. Parce qu'en fait, octave en ancien français, ça veut dire 8e. Autrefois, on disait pas premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. En fait, on disait le premier, bon, premier, ça change pas, ça restait premier, ou à la rigueur, on disait prime, je crois, à une époque. Ensuite, second, bon, ça, je pense que second, tu connais quand même, ça se dit encore. Le troisième, on disait tiers, ça se dit encore, mais uniquement pour la troisième partie de quelque chose, on dit le tiers de quelque chose. C'est un tiers de 30, c'est 10, par exemple. Mais par contre, on ne dit pas c'est le tiers, au lieu de dire le troisième, on dit le troisième maintenant, on ne dit plus le tiers, tu vois. Pour quelqu'un qui arrive troisième d'une course, par exemple. Ensuite, on disait quart. Bon, ça se dit aussi pour les parties, quand tu coupes un gâteau en 4, c'est des quarts de gâteau. Donc, premier, second, tiers, quart, et ensuite quint. Oui, Quint écrit Q-U-I-N-T comme Charles Quint, et ça vient de là en fait. Charles Quint, ça devait être Charles le 5e peut-être. Je le connais que pour cette expression-là, mais je crois qu'effectivement, quand on joue de la musique, on dit aussi une tierce, une quarte, une quinte. Après, ça devait être une sexte peut-être. Non, pas une secte, pas une sexe non plus, mais une sexte. C'est entre les deux, je sais pas. Mais ensuite, la septime, je crois. Peut-être que septime, c'est devenu septième, tout simplement. Ou on disait la septe, peut-être, je sais plus. Ah, ça, je sais plus, mais en tout cas, on disait pas septième à une époque, on disait un autre mot. Et donc, octave pour huitième, en fait. Octave, ça voulait dire huitième. Pour neuvième, je crois qu'on disait nonne, quelque chose comme ça. Mais avec un seul N, certainement. Enfin, du coup, avec 2 N en tout. Et dixième, c'est décime. Décime comme décimale, en fait. On peut retrouver ces racines-là, en fait, dans des langues comme l'espagnol, par exemple, ou même l'italien. Même si en italien, c'est un peu comme en français, à partir de 11, on met esimo par la suite, donc comme yem en français. Mais en espagnol, par exemple, on dit primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, septimo, ou settimo, je crois même, octavo, donc on retrouve notre octavo qui veut dire huitième, noveno, je crois, et decimo, il me semble que c'est ça. Et après, on rajoute ça, donc decimo quarto, c'est 14e, par exemple. Après 20, ça va être vigésimo, je crois, trigésimo. Donc ça vient du latin, en fait, vigesimus, peut-être trigesimus, etc. Donc voilà. C'est bien, le conseil, on parle de tout, sauf ce qui a un rapport avec les motos. Donc
le quad, effectivement, il n'est pas encore baptisé. Je pense que ça sera le baptême, ça sera le 1er juin, le temps que je me décide à choisir un nom. Parce que j'ai le début du nom, je ne sais pas si je vous le révèle maintenant. De toute façon, il sera déjà baptisé quand la vidéo sortira, puisqu'elle sortira après le 1er juin, normalement. Là, c'est juste le 12 mai, c'est le jour du conseil. Donc. Et donc, le 1er juin, là, il va y avoir un blanc. Et donc, j'avais choisi comme nom Mayamaha, donc, mais toutes les Yamaha vont s'appeler Mayamaha, donc forcément, il va falloir un nom distinctif, suivi d'un prénom. Le prénom, c'est ça ce qui manque pour l'instant. Et ensuite, Kumamoto Yamaha, comme sur le modèle de la XTX qui s'appelle en réalité Mayamaha Maria Yamamoto Yamaha. Donc on a le nom complet, tu vois. Et ben là, ça va être Mayamaha quelque chose Kumamoto Yamaha. En fait, parce que Kumamoto, c'est un jeu de mots en fait entre Yamamoto. Au départ, je pensais l'appeler Yamakuma, mais finalement Kumamoto, ça sonne mieux. C'est aussi un nom japonais, donc voilà. En fait, Yamamoto, ça voudrait dire, je crois, la base de la montagne, quelque chose comme ça. Et donc Kumamoto, en fait, c'est le nom d'une ville et d'une préfecture, d'un département, si tu préfères, au Japon. Le Japon, il est divisé en 47 préfectures, donc c'est plus ou moins l'équivalent des départements, quoi. Et donc, il y a la préfecture de Kumamoto. Et je trouvais que ça sonnait bien comme nom en plus. En fait, Kuma, ça veut dire ours. Parce que c'est un... Bon, celui-là, il s'appelle Bruin, mais on l'appelle aussi le Grizzly 350. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça. Et plus ancien, il y avait un quad un peu plus ancien qui s'appelait le Big Bear 350. Donc, le gros nounours, quoi, le gros ours. En 350 cm3 aussi. Ça se trouve, c'est peut-être même le même moteur que celui-là. Le même moteur, mais un peu plus ancien, quoi, puisque c'est un peu plus ancien. Le Big Bear, de mémoire, il a été produit entre 1987 et 2002, 2003, 2004 peut-être. Je ne sais plus exactement, mais jusqu'aux années 2000. De 1987 jusqu'aux années 2000. Et avant 87, il y avait le Moto 4. C'est peut-être les premiers quads de Yamaha d'ailleurs, les Moto 4. C'est sorti les tout premiers, je crois, en 1982, si je dis pas de bêtises. Peut-être en même temps ou un tout petit peu après le Suzuki LT 125D, qui serait considéré comme le premier quad moderne, datant de 1982 donc. Mais ça me paraît vachement récent, 1982. Pour moi, je pensais que les quads, c'était le concept d'une moto à 4 roues, c'était bien plus ancien. Et que surtout, ça avait été popularisé dans les années 60, soit par les surfeurs californiens ou par le début des sports tout-terrain, des véhicules tout-terrain, tu vois. Pour moi, c'était les années 1960. En fait, j'ai peut-être confondu avec le buggy sur base de coccinelle, là. Et ben, le buggy sur base de coccinelle, ça a été créé en 1963, si je dis pas de bêtises. Et ça a été popularisé donc dans les années 60. Et en France, tu avais une entreprise qui les a fait sous marque française, qui s'appelle LM1, je crois, pour le nom du fondateur que je vous mettrai en sous-titre. Je sais plus comment il s'appelait, mais du coup c'est LM1 pour le premier prototype, en fait, premier véhicule de l'entreprise LM. Donc LM qui sont les initiales de, je vous le mettrai à l'écran parce que j'ai oublié le nom. Voilà. Et donc tu l'avais sous la marque LM1. Et par la suite, il y a eu d'ailleurs le LM2, sauf que le LM2, c'est un truc très futuriste pour un truc sorti dans les années 70. Donc c'est plus du tout la même chose. Donc voilà.
Donc je pensais que les quads, ça venait de là, ça venait en fait d'un concept de moto à 4 roues tout-terrain qui avait été lancé dans les années 1960 aussi. Mais les quads modernes que je trouve, les plus anciens, ça vient des 4 grandes marques japonaises que tu connais, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, qui se sont tous lancés quasiment tous en même temps en 1982, je crois. 1982. Donc voilà. Et donc tu avais donc les Moto 4, c'était les premiers quads de Yamaha. Et à l'époque, la version à 3 roues qui s'appelait Trimoto ou YTM, parce que la Moto 4 s'appelait aussi YFM, je crois. D'ailleurs, je crois que le Bruin, c'est ça officiellement, c'est un YFM 350 quelque chose, je sais plus, mais voilà. Donc celui-là, il s'appelle Bruin. En fait, c'était le nom peut-être des Grizzly 350 entre 2004 et 2006, si je dis pas de bêtises. Et il s'appelait Bruin à l'époque. Enfin, en tout cas, les Bruin que j'avais vus, ils datent tous de 2004 à 2006 à peu près. Et celui-là, il est de 2006, je crois. Mais la plupart que j'avais vus, ils dataient de 2004. Donc, je pense que c'est entre 2004 et 2006. Après, ils l'ont appelé Grizzly 350, tout simplement. Donc voilà. C'est un petit quad moyen. C'est ce que je cherchais. Je voulais un 350cc, pas forcément un gros. Ouais, un 350 pour pouvoir, j'allais dire, pour pouvoir le démarrer manuellement. Parce qu'il a le démarrage manuel, le lanceur à cordes là-dessus. Le recoil starter, comme je l'appelle en anglais, ça se dit comme ça. Ou en fait recoil starter ça se dit, mais le plus courant c'est pull start, pull start. Voilà, le démarrage en tirant dessus parce que c'est ça. Et donc je voulais un quad avec le pull start, le recoil starter, le lanceur manuel, quoi. Et on en trouve pas mal sur des quads, déjà dans les années 80. Hein, les quads des années 80, ils avaient déjà le système de lanceur à cordes, mais la plupart avaient déjà aussi le démarreur électrique. Hein, il n'y a que le tout premier LT125D de Suzuki qui ne l'avait pas, qui n'avait que le lanceur à cordes. Mais tous ceux qui sont sortis après, juste après, les Moto 4, les Honda TRX, les Kawasaki Bayou, ça aussi c'est vieux, Kawasaki Bayou. Et chez Suzuki, ça s'est appelé LT ou Quadrunner aussi, Quadrunner. Et les Quadrunners à partir de 84 du coup, les 250, ils l'ont fait en 250. Ils avaient le démarreur électrique, en plus du recoil starter. Et tous les quads Honda, Yamaha et Kawasaki qui ont suivi, ils avaient aussi les deux. Au moins c'est bien, moi je trouve que le mieux c'est d'avoir les deux. Le démarreur électrique, il est là, c'est le bouton, ils l'ont placé de ce côté-là, pourquoi pas. Et le démarrage au lanceur à cordes. Voilà. C'est ce que je voulais. Je voulais un quad K les deux. Donc celui-là, il est de 2006. Et grosso modo, jusqu'aux années 2010, voire peut-être même 2015, sur certains modèles, je ne sais plus, ils avaient en grande majorité le lanceur à cordes en plus du démarrage électrique. Mais après, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Ou alors, il y en a certains où c'est une option, peut-être. Je crois les GOES, GOES, CF Moto 500, les High Track 500. Je ne sais pas si c'est le même moteur, mais peut-être ceux qui ont le moteur CF Moto 500, c'est possible. Il y a possibilité de mettre en option un démarrage manuel, mais c'est peut-être pas le cas de tous. Donc voilà.
Donc je vous avais dit effectivement que le premier quad moderne était sorti en 1982. En vrai, les racines d'une moto à 4 roues, donc ça remonte à 1893. Et c'est l'entreprise Royal Enfield qui à l'époque était britannique, originaire de Enfield, qui est l'arrondissement le plus au nord de Londres, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est originaire de Enfield, comme son nom l'indique. C'est qu'après ça a dû déménager en Inde, l'Inde étant britannique jusqu'en 1947, donc il y a certainement un lien avec l'Inde, c'est pour ça, l'Inde britannique. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est considéré comme une marque indienne, mais en vrai c'est anglo-indien pour moi, Royal Enfield. Et c'est considéré comme une des plus anciennes marques de moto, hein, peut-être la plus ancienne, créée vers 1880, je ne sais plus la date exacte, mais ça existait à partir de 1880 à peu près. On a quand même Triumph qui a été créé en 1884 ou 85, que les francophones vont prononcer Triomphe, mais en vrai on dit bien Triumph en anglais. Et on a Piaggio qui a été lancé en 1884 aussi. Par contre, est-ce qu'il faisait déjà des motos à l'époque? Je sais pas, mais Piaggio c'est très ancien aussi. On a Peugeot qui a été lancé en 1810, mais qui ont commencé à produire des véhicules entre guillemets dans les années 1885, je crois, avec Armand Peugeot. Et puis voilà, grosso modo, les tout débuts de l'automobile et des véhicules motorisés, en fait, on considère que ça remonte vers 1885 à peu près, même s'il y a eu des prototypes peut-être un peu avant, mais les débuts de l'automobile, c'est généralement 1885, 1887 peut-être, à peu près cette époque-là. Et donc Royal Enfield intervient à peu près à cette époque-là. Ils font peut-être les toutes premières motos du monde. Alors je sais plus, je crois que la toute première moto, ils appelaient ça, je crois, le vélocipède à vapeur. C'était une invention française de 1870, il me semble que c'est ça, vers 1870. C'était donc un moteur à vapeur, enfin un système à vapeur, quoi. Et les moteurs actuels, on va dire, ça remonte aux années plus 1880, mais quoique il y avait déjà une base de... Le moteur à 2 temps remontait à 1860, il me semble, et le moteur à 4 temps en 1867, si je dis pas de bêtises, c'était ça. Donc avec Étienne Lenoir, le moteur à 2 temps créé par Étienne Lenoir en 1860, et en 67, je crois que c'est Étienne Lenoir lui-même qui l'a amélioré, peut-être avec Beau de Rochas, puisque le cycle à 4 temps, on l'appelle aussi le cycle Beau de Rochas. Voilà. Et puis en 1893, c'est Rudolf Diesel, c'était vraiment son nom, enfin en allemand ça se prononce Diesel en vrai. Et Rudolf Diesel, il a créé donc le moteur qui porte son nom, le moteur diesel, tout simplement. Qui à l'origine fonctionnait avec de l'huile d'arachide apparemment, donc l'huile extraite de la cacahuète quoi. Pourquoi pas. Et donc il y a eu des améliorations forcément tout au fil du temps, mais grosso modo les premiers moteurs qu'on connaît aujourd'hui, moteur à essence à combustion interne, ça remonte vers 1870 à peu près, ouais. Environ. Mais à l'époque, on utilisait encore beaucoup la vapeur, notamment les machines à vapeur pour les trains. Il y avait peut-être déjà des automobiles à vapeur à l'époque. Il y avait peut-être des motos à vapeur, du coup, comme la toute première moto de l'histoire. Après, est-ce que ça s'est réellement démocratisé ou que c'est resté des prototypes d'expérience, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les débuts de la moto, on admet que c'est vers 1880-1890 peut-être. Voilà. Et donc Royal Enfield va sortir en 1893 un quadricycle, donc une moto à 4 roues. D'ailleurs, quadricycle, si on raccourcit le mot, ça fait quad tout simplement. Et ça viendrait de là. Le mot quad viendrait en général du
bah, soit du français quadricycle, de la racine latine, c'est ce qu'on a envie de croire, mais peut-être aussi de l'anglais quad bike, de la racine quad qui veut aussi dire 4, donc à 4 roues, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ça veut dire 4 roues, donc c'est une moto à 4 roues, voilà. C'est juste que je voyais pas, enfin j'en vois pas. Peut-être que ça a été fait de manière conceptuelle, de manière expérimentale, mais que ça n'a jamais été commercialisé ou démocratisé. Euh, mais j'aurais bien vu en fait, tu vois les gros trikes, les gros 3 roues en Harley Davidson. Bah, les grosses Harley Davidson à 3 roues, je crois qu'ils appellent ça freewheeler, et j'avais cru voir quelques annonces, ça vaut 25 000 euros tout de même. Bon voilà, c'est une grosse moto à 3 roues si tu veux. T'as les motos à 3 roues mais avec les 2 roues dans l'autre sens, c'est-à-dire 2 roues à l'avant et une à l'arrière, et ça c'est le cas des Can-Am, Spyder et Ryker. D'ailleurs j'ai envie de dire, il y en a peut-être d'autres, mais il y a surtout Can-Am qui fait ça. Peut-être qu'il y a d'autres constructeurs moins connus, mais le principal c'est Can-Am. Enfin c'est du coup Bombardier, BRP. Euh, Et Can-Am, en fait, ce n'est qu'une marque du constructeur BRP qui font des quads. Ils sont surtout connus pour les quads d'ailleurs, des véhicules tout-terrain, des buggy SSV et des motos à 3 roues avec 2 roues à l'avant qui sont basées comme des motos neige mais avec des roues. Donc. Et ça, je trouve ça sympa, très sympa. Et tu avais aussi donc les 3 roues avec 2 roues à l'arrière, donc comme les freewheelers de Harley Davidson, mais dans un tout autre domaine, les 3 roues tout terrain, les Honda ATC, les Yamaha YTM ou Trimoto. Je crois chez Kawasaki, ça s'appelait Kawasaki TKT. Enfin TKT, mais écrit comme je sais plus, la ville. Oui, c'est une ville de Basse-Californie qui est coupée en deux entre le Mexique et les États-Unis d'ailleurs. TKT. Et chez Suzuki, il devait y en avoir certainement, les 3. Même Polaris, ils en avaient sorti. Ça n'a pas duré longtemps, mais Polaris avait sorti un modèle, je crois, entre 1985 et 1986. En même temps qu'ils avaient sorti leur tout premier quad. Donc voilà. Polaris, c'est à l'origine un constructeur de motoneige et peut-être même le premier constructeur de motoneige avant même Bombardier, puisqu'en fait Bombardier a lancé la Skidoo en 1959, mais Polaris avait lancé la Snow Traveler en 1955. Mais elle est complètement différente de la Skidoo. La Skidoo, ça a été la première avec un moteur à l'avant, alors que la Snow Traveler de Polaris avait un moteur à l'arrière, il me semble. C'est ça la différence en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, Polaris, l'autre anecdote, c'est que Polaris a été fondé par 2 frères, Edgar et Alan Hettin, dans le Minnesota. Et quelques années plus tard, Edgar, il a quitté l'entreprise, il l'a laissée à son frère, et il a fondé lui-même une autre entreprise qui est devenue par la suite Arctic Cat. Donc Arctic Cat et Polaris ont été fondés par la même personne. C'est dingue quand même. Moi je trouve ça incroyable en tout cas. D'ailleurs les deux sont basés dans le Minnesota. Polaris est basé à Medina, donc pas loin de Minneapolis. Et Arctic Cat est basé dans le nord-ouest de l'état à Thief River Falls. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, le Minnesota, c'est l'un des états les plus froids des États-Unis, donc pas étonnant que les principaux constructeurs de motoneige s'y soient basés. C'est pour ça, hein, je pense. Et d'ailleurs, si tu veux faire de la motoneige, je pense que le Minnesota, c'est un terrain parfait. Il y a énormément plein de sentiers, de trails, de chemins, de pistes enneigées pour faire de la motoneige. Et c'est ça qui nous manque en France, je trouve. Il faudrait déjà au moins un club de motoneige. Il y en a un, je crois, aux Estables, dans la Haute-Loire. Ça s'appelle FC Motoneige et c'est basé à Les Estables, c'est dans la Haute-Loire. Et ça serait le plus haut village du Massif central d'ailleurs, Les Estables. Ouais.
situé à 1300 mètres d'altitude à peu près. Donc voilà, il n'y a plus qu'à s'associer ou créer soi-même un club de motoneige. Mais sachez que je vous laisserai jamais tomber, je suis fervent très fan de motoneige. Donc je resterai toujours là à défendre les motoneiges. Voilà. Et je m'associe avec quiconque autre Français fan de motoneige. Français de France. Parce que oui, les motoneiges, c'est très connu, j'ai l'impression, au Québec, au Canada en général, et aux États-Unis. Grosso modo, c'est le terrain, c'est les États-Unis et le Canada. Mais tu peux avoir aussi, je pense, pas mal de pistes de motoneige dans le nord de l'Europe, au niveau de la Suède, la Norvège et de la Finlande. Ouais. Et au pire, si j'y arrive pas à la faire reconnaître en France, et ben j'irai m'installer en Suède, soit en Suède ou soit en Amérique. Mais si c'est en Suède, je pourrais rentrer en France de temps en temps, bien qu'il y ait quand même 30 heures de route à peu près. Enfin 30 heures de route sans s'arrêter, sinon il faut compter plusieurs jours. Hein. Faut compter bien une semaine de route si tu fais la route en plusieurs étapes. Mais ça se fait par la route d'aller en Suède. Alors qu'au Canada, je sais même pas s'il y a encore des liaisons par bateau pour aller en États-Unis ou Canada. À mon avis, tout doit se faire par avion. Et transporter des quads ou des motoneiges par avion, c'est compliqué, vous allez me dire. Voilà, quoi. Ou sinon, je mets tout ça dans un cargo, un conteneur qui va de Saint-Nazaire à Boston, par exemple, si ça se fait. Et moi, je prends l'avion, mais ça va pas être le même délire, quoi. Je vais arriver bien avant mes quads et motoneiges, quoi. Non, c'est l'inverse, c'est pour aller de Boston à Saint-Nazaire, c'est pour les ramener en France, plutôt, non? Donc, voilà. Oui, j'ai évoqué au hasard les villes de Boston et Saint-Nazaire, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être Le Havre, par exemple. Ça peut être Québec-Le Havre, si tu veux, comme liaison. Québec, la ville, hein, parce que tu as une ville qui s'appelle Québec, surtout. Et c'est la ville qui a donné son nom à la province du Québec, du coup. Voilà. Donc moi, je suis pas du tout québécois, hein, j'ai pas du tout de sang québécois, hein, contrairement à ce que vous pourrez croire, mais voilà. On est à combien? Ah, 13 minutes, ça va. Je pensais que ça faisait plus longtemps qu'on tournait. Donc voilà, on a un conseil des véhicules. Alors le 12 mai, oui, effectivement, il y aura peut-être pas trop de motoneige le 12 mai parce que c'est plus trop la saison des neiges. Hein. Mais j'avais prévu la fête des motoneiges, c'est le 21 janvier. Et oui, le 21 janvier, pour certains, ça coïncide avec la date où le roi Louis XVI s'est fait décapiter, voilà, hein, on peut le dire. Mais ça n'a aucun rapport. Pour moi, c'est juste une coïncidence que ça coïncide avec le 21 janvier. Pour moi, j'avais dit le 21 janvier parce que c'est une bonne date. C'est un mois après le 21 décembre, donc à peu près 4 semaines après Noël. 4 semaines après Noël à peu près, donc pour moi c'est la bonne date pour faire la fête des motoneiges, c'est le 21 janvier, donc voilà. Et donc tous les 21 janvier ça sera la fête des motoneiges et un jour de défense des motoneiges, pour populariser les motoneiges. Bon, sinon, il y a un endroit que j'ai trouvé sympa, qui a l'air super sympa pour faire de la motoneige. Apparemment, c'est l'Andorre. Le club s'appelle Adrenalina Motos de Nieve Andorra. Et ils ont des super belles motoneiges Arctic 4 F7, je crois, qui ont l'air sympa. Mais une F7, j'en ai vu à vendre en France, en plus, une Arctic 4 F7. Donc, rien que ça, c'est pas mal.
Et j'en ai vu quelques-unes à vendre en France, si on cherche bien, on en trouve, mais du coup, c'est principalement dans les régions montagneuses, quoi. Aussi, je remercie TCQR d'avoir fait une vidéo sur les motoneiges, même si ça tourne mal et que la motoneige, même si ça a mal tourné et que la motoneige, ils l'ont un peu abîmé quand même, mais ils se sont pas fait mal, c'est le principal, mais en même temps, on leur avait dit de grimper une côte hyper abrupte en motoneige. Moi, je l'aurais pas fait. Moi, je reste sur des chemins, sur des pistes, quoi. Et les pistes, c'est jamais aussi abrupt que ça, normalement. Sauf si c'est une piste noire, peut-être, mais... Non, là, tu mélanges les simples pistes enneigées et les pistes de ski. C'est pas la même chose. Moi, je te parle des pistes enneigées, c'est-à-dire les chemins ruraux. En gros, les chemins ruraux que tu fais avec ton quad l'été, et ben l'hiver, ça devient des pistes de motoneige. C'est absolument logique, quoi. Voilà. Bon. Donc je remercie TCQR en plus d'avoir sorti, bon, pas pour l'avoir abîmé, mais pour l'avoir sorti une motoneige Yamaha Venture 500 XL. Voilà, ou XLV 500, je crois qu'on l'appelle aussi, ou Venture 500, mais qu'il ne faut pas confondre avec la super grosse moto Royal Star Venture de 1300 cm3 qui n'a juste rien à voir. Là, je te parle d'une motoneige, c'est pas la même chose. Des fois, Yamaha utilise le même nom pour deux véhicules complètement différents. Donc, faut s'y retrouver. Donc, la Venture 500 XL, c'est une motoneige. Bon, c'est un moteur à 2 temps, mais avec au moins démarrage manuel au recoil starter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ils l'ont démarré comme ça en plus, hein, parce qu'elle a aussi le démarreur électrique. Donc, elle a les deux, celle-là. Alors que les Polaris, par exemple, de la même époque, n'avaient pas toutes le démarreur électrique, mais les Yamaha, à l'époque, avaient en général à la fois le démarreur électrique et le recoil starter. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à ce conseil? Là, il est 12h30 déjà. Il va être bientôt l'heure de manger. Eh bien... faites-vous plaisir, c'est le principal, comme je le dis à chaque fois. Kiffez, bon, faites attention, soyez prudent et respectez le code de la route, quoi. Et soyez prudent sur la route, voilà, et tout ça. Mais si vous êtes passionné de moto, de quad, de véhicules à 3 roues, de motoneige, de moto marine, ce que vous appelez les jet skis en gros, des buggy, même certaines voitures, des petites voitures assez simples comme la Peugeot 106 par exemple, eh bien vous êtes bienvenus, vous pouvez joindre le club, vous pouvez rejoindre le club et vous abonner à la chaîne surtout. Et je pense que parmi mes 375 abonnés à la chaîne, il ne doit pas y en avoir grand monde qui soit autant passionné que moi de tout ce que je viens de vous citer. Mais moi c'est ça, c'est un club de... Je recherche actuellement, éventuellement, je recherche des relations amicales pour promouvoir les sports motorisés comme ça, les power sports, les motorsports. Alors je crois qu'en Grande-Bretagne, en Angleterre, on dit plutôt motorsports, mais aux États-Unis, on dit plutôt power sports. Notamment une chaîne que je connais qui s'appelle Rox Power Sports, que je cite dans l'onglet chaîne de ma chaîne, justement, enfin en tout en bas de l'onglet d'accueil, où il y a les chaînes qui sont présentées. Et ben j'ai Rox Power Sports, j'ai Jeremy Rides aussi. D'ailleurs les deux sont du Vermont apparemment, donc ça se trouve ils se connaissent en plus. Sachant que le Vermont c'est un petit état, c'est le 2e état le moins peuplé des États-Unis, et c'est celui qui a la capitale la moins peuplée. En tout dans le Vermont il y a 650 000 habitants, et la capitale ne compte que 8 000 habitants, et elle s'appelle Montpellier. Mais Montpellier avec un seul L. Ouais. Donc voilà, Montpellier, c'est la plus petite capitale d'État des États-Unis, donc. Et le Vermont, c'est le 2e État le moins peuplé, avec 650 000 habitants à peu près, donc... voilà. Il y a de la place au Vermont. Juste à côté, tu as le New Hampshire.
Et il y a, je crois que c'est la Coupe Jericho que ça s'appelle, il me semble. La Coupe Jericho, en gros, c'est une compétition de quad, de véhicules tout-terrain qui se passe à Berlin, dans le New Hampshire, si je dis pas de bêtises. Oui, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Berlin, dans le New Hampshire. Donc ça se passe ici, à Berlin, dans le New Hampshire. Et c'est, le lieu, ça s'appelle Jericho State Park. Voilà. Donc le parc d'État de Jericho, si tu veux, c'est Jericho State Park. Jericho State Park, ouais, si tu veux. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est un parc naturel, mais dans lequel on fait du quad. Beaucoup, enfin c'est connu pour ça, il me semble. Jericho State Park, c'est connu pour les quads, les ATV, comme on dit en anglais américain, donc les véhicules tout-terrain. Ça regroupe principalement les quads et SSV, on dit en France. Peut-être aussi les motoneiges, je sais pas, mais en tout cas, sachant que là-bas, en hiver, il y a de la neige. Donc voilà. Donc voilà, on peut reprendre. Bon, alors est-ce qu'on fait une conclusion ou un bilan de ce discours bordélique du conseil? Le conseil du 12 mai, ça va s'appeler comme ça, je pense. Le jour du conseil. Le jour du conseil ou le conseil du 12 mai, parce que ça va être en général le 12 mai ou si je peux pas, autour du 12 mai. On va oublier la fête du travail du 1er mai et le 8 mai aussi, qui sont en plus des fêtes civiles et pas des fêtes religieuses ou des fêtes traditionnelles, surtout la tradition en fait. Moi je suis très traditionnaliste en général, donc voilà. J'aime bien les traditions et l'histoire. Même si oui, ça fait partie de l'histoire. Le 8 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne, c'est important quand même. Et le 1er mai, bah, ça serait le seul jour où on n'a pas le droit de travailler, soi-disant. Hein. Et c'est surtout, en fait, ils appellent ça la fête du travail. Mais pour moi, au contraire, ça serait le jour férié le moins important de l'année. Donc, non, pour moi, le jour férié le plus important, la fête la plus importante de l'année, c'est Noël. Et je pense que beaucoup vont être d'accord. Et pour moi, c'est Noël, la fête la plus importante de l'année. Parce que c'est Noël, quoi. Et c'est pas parce que c'est à l'origine la naissance de Jésus-Christ, mais parce que Noël, c'est aussi une fête où on se retrouve tous en famille aussi pour se faire des cadeaux et tout. Donc forcément, il n'y a pas que la naissance de Jésus et le Père Noël sur sa motoneige. Il y a plein d'autres trucs à Noël. Donc franchement, voilà. Conclusion, bah, c'était très bien pour un conseil. Est-ce que je peux vous les démarrer comme ça le démarrage manuel au kick. D'ailleurs, sur les motos, ah, c'est ça que j'ai voulu dire et que j'ai pas dit, c'est que sur les motos, le kick, il est souvent du côté droit. Très souvent, il y a que, je crois qu'en exception, il y a certaines KTM, certaines anciennes KTM des années 2000, je crois, qui avaient le kick du côté gauche, ce qui est beaucoup moins pratique, je trouve. Enfin, ça dépend. Certains sont gauchers du pied, je sais pas s'il y a des gauchers du pied, mais c'est possible. Hein. Et qui préfèrent donc kicker du pied gauche, mais pour moi c'est plus pratique du pied droit. Hein. Et l'autre exception, c'est tout ce qui est scooter, du coup. Les scooters qui ont un démarrage au kick, pour le peu qu'il y a. Enfin, si en 50, les scooters 50, ils ont tous le démarrage au kick, la plupart. Mais les scooters 125, c'est assez rare. Il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Et c'est pour ça que j'avais hésité à un moment à acheter un scooter 125 comme un Kymco Agility, Yamaha Sinus ou Peugeot Tweet, par exemple. Mais je préfère ma XTX quand même. Hein. Je préfère largement ma XTX, donc je garde celle-là. Donc voilà, démarrage au kick comme ça.
Voilà, parfait. Et donc je me demandais pourquoi les motos ont un démarrage au kick alors que les quads en général ont plus un démarrage au lanceur à cordes. Je pense que c'est surtout une affaire de tradition. Le système manuel le plus courant de démarrage, ça reste quand même le lanceur à cordes, parce qu'on le retrouve sur des quads, sur des motoneiges, sur les moteurs de bateau aussi, les moteurs hors bord on appelle ça, sur des moteurs de motoculteurs, des moteurs de tondeuses et tout ce qu'on appelle la motoculture en général. C'est généralement un démarrage au lanceur à cordes comme ça, un pull start, recoil starter. Alors que les motos, ça se faisait déjà depuis longtemps d'avoir un démarrage au kick. Et je pense que c'est un peu une histoire de tradition. J'ai envie de dire que traditionnellement, ça se démarre au kick, c'est mieux, c'est plus... Je sais pas. Pendant très longtemps, les motos se démarraient uniquement au kick d'ailleurs, et les démarreurs électriques, c'est arrivé... Je crois que les premiers dans les années 1960 et après il a fallu attendre les années 1980 voire 1990 même pour que certaines motos aient enfin un démarreur électrique. Mais bon, comme moi je pense que vous préférez le démarrage au kick, non? C'est mieux, c'est ennuyant le démarrage électrique je trouve, mais bon. Mais ça peut être pas mal parce que une 125 c'est assez facile à démarrer au kick. Mais après 125, les plus grosses cylindrées, c'est quand même plus galère, je pense. Faudrait que j'essaye sur une 350 si quelqu'un veut bien me prêter une XT ou une DR 350 par exemple. Mais je sais que papa, il me disait qu'à un moment, il y a très longtemps, il avait une DR 350 et qu'il n'arrivait pas à la démarrer justement parce qu'elle avait que le démarrage au kick. Donc il a acheté à la place une 650, une DR 650 toujours, et qui avait le démarrage électrique par contre. Voilà. Sur certaines XT600, mais vraiment les anciennes, celles des années 80, peut-être début des années 90, tu vas avoir à la fois le démarrage électrique et le démarrage au kick. Pour une 600, c'est quand même bien. Parce que transition, j'avais un quad en 600 cm3 que j'arrivais à démarrer au lanceur à cordes, mais c'était quand même assez galère. Hein. Surtout qu'il marchait pas très très bien, c'est un peu pour ça qu'on l'a revendu. Et aussi pour acheter mon Grizzly ou Bruin 350 que je vais vous démarrer au recoil starter là, parce que j'arrive assez bien à le démarrer justement, donc voilà. Et l'autre anecdote, c'est que sur les quads, le recoil starter, il est souvent du côté gauche, mais ça dépend, parce que sur les Yamaha, sur les CF Moto, et sur les quads Suzuki aussi et les Kawasaki, ils ont le recoil starter du côté gauche. Mais sur les Honda, le cas des Honda est très particulier parce qu'ils ont le moteur dans l'autre sens, ils ont le vilebrequin longitudinal au lieu d'avoir le vilebrequin transversal, et donc ils ont le recoil starter sur le côté, enfin sur deux côtés, je sais plus de quel côté, mais de deux côtés quoi. Dans l'axe du vilebrequin du coup logiquement. Et l'autre cas c'est les quads Polaris qui eux ont le recoil starter d'un vilebrequin transversal mais du côté droit du quad, comme les moteurs de motoculteurs, donc qui ont le lanceur côté droit. Donc voilà. Mais les Yamaha ils ont le lanceur du côté gauche, donc c'est pas mal. Allez, c'est parti.
Ouais, le ralenti a pas l'air très régulier, mais ça parce que c'est encore un moteur à carburateur, justement, c'est ça qui est bien. Parce que tu peux le réparer toi-même, même s'il faut faire des réglages de temps en temps, que je crois qu'entre l'été et l'hiver, c'est pas toujours la même chose. Je crois que ça dépend peut-être aussi de la température. Ça dépend surtout aussi de l'altitude. Ici, on n'est pas trop en montagne, on est presque au niveau de la mer, on est à, je crois, 65 mètres d'altitude. Mais si tu veux monter à 1500, 2000 mètres d'altitude avec, bah là, il faudra faire des réglages carbu à chaque palier, je sais pas quand. Peut-être tous les 500 mètres, j'en sais rien, mais tous les 500 mètres d'altitude. Mais en tout cas, l'altitude, ça a une influence sur le fonctionnement du carburateur. Après, c'est peut-être qu'il est un peu froid, mais après, il chauffe vite parce que j'ai fait quelques balades. Je vais pas loin, je fais, je crois, 5 à 7 km. Et déjà, le moteur, il était hyper chaud à 7 km de la maison. Donc, c'est un refroidissement à air, mais avec quand même un radiateur d'huile. Je crois c'est air et huile, du coup. Et voilà. Il fait un beau bruit, je trouve, un beau bruit de quad monocylindre à 4 temps, quoi. C'est ça ce que je veux, quoi. J'aime bien les gros monos, moi, de base. Donc même le 350, ça va, c'est pas un si gros mono. Mais t'as des gros monos, c'est surtout les quads qui vont avoir des gros monocylindres, d'ailleurs. Hein, tu vas avoir des 600 cm3, des 700 en monocylindre même, les Grizzly 700. Et jusqu'au King Quad 750 de Suzuki. C'est un 725 cm3 en vrai il fait plutôt. Mais un gros monocylindre et qui avait même le démarrage au lanceur à cordes sur les modèles autour de 2009 à peu près. Je sais pas comment tu faisais pour le démarrer, mais il y avait certainement un système de décompression, je sais pas. Et puis celui-là, tu as son grand frère, le Grizzly 660. C'est sympa aussi, donc voilà. Allez. Non, elle est là, la clé. La clé, elle est vraiment sur le guidon. Alors que sur l'ancien CF Moto que j'avais, elle était là sur le côté, sur l'aile droite en fait. Pourquoi pas? Il y avait la clé de contact et puis tu avais une prise allume-cigare même, ouais. Il y avait une prise allume-cigare dessus carrément. Alors que même ma XTX, elle en a pas, hein, je crois pas, non. Mais c'est pas grave. Donc voilà. On va se quitter là-dessus et puis je vais aller manger surtout. Donc, ah oui, on parlait du Grizzly 660. Bah, j'ai hésité à un moment à m'acheter un Grizzly 660, mais je me suis dit, peut-être que j'ai besoin d'un 350, à voir. Puis les 660, en fait, les anciens, ils étaient à peine plus chers parce que c'est assez ancien, ça a 20 ans maintenant. Et donc, en fait, le Grizzly, il a été produit en 600 cm3 au tout début, entre 1998 et 2002, je crois. C'était en 600 cm3, mais il n'avait pas du tout le même design que celui-là. À partir de 2002-2003, ils ont fait un design un peu Grizzly moderne, comme on les connaît, quoi. Et donc, ils l'ont fait en 660 cm3 de 2003 peut-être jusqu'en 2007, par là, je crois que c'est 2007. Et à partir de 2007, ils l'ont passé en 700 cm3 et je crois en injection. Et donc 700 cm3, en vrai il fait 686 cm3 en monocylindre. Donc voilà, toujours en monocylindre. Et il y a eu une série qui a été produite, je crois qu'une année, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018 par là, en 708 cm3. Mais ça a été produit que pendant une année, le moteur 708 cm3. Donc c'est extrêmement rare, je pense. Enfin, extrêmement rare, c'est tous les Grizzly d'une année, je ne sais plus quelle année, mais
Il y a eu un moteur en 708 cm3 pendant une année. Et sinon, après, ils ont repris l'ancien moteur en 686 cm3. Donc voilà. Bon, à présent, je vous laisse et je vais manger.